Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous avez la pêche les amis. On va traiter aujourd'hui l'UFC 310, Pantoja versus Asakura et récap l'UFC Fight Night 248, Yann versus Figueiredo. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît. Vous pouvez laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo top 15 sur les meilleurs lightweights de l'histoire du MMA. Votre avis sur la qualité du classement m'intéresse, donc n'hésitez pas à aller donner votre critique. Je vous remercie d'avance. Le lien est en commentaire épinglé. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, la chaîne Momo MMA pour l'actualité chaque semaine, de qualité et dans des formats très courts et très intéressants. Pour l'UFC Fight Night 248, on retrouvait du coup 6 combats à la carte principale. En premier catégorie light heavyweight, on avait Zhang Mingyang contre Ozzy Diaz. Je vous avais conseillé de choisir Mingyang, je pensais que le striking du chinois plus propre pourrait faire la différence sur son adversaire et c'est ce qui s'est passé. Premier round, KO technique après un superbe coup de coude. Il a envoyé son adversaire au sol et il l'a terminé en grand end pound et du coup au bout de 2 minutes 25, le combat était déjà terminé. Donc on a eu bon pour le premier pronostic. On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie toujours light heavyweight Volkan Ozdemir le Suisse contre Carlos Hulberg. J'avais conseillé de choisir Volkan Ozdemir. Je pensais qu'il saurait faire la différence grâce à son expérience et qu'il serait en utilisant peut-être en mixant, en faisant vraiment du MMA et en essayant d'aller chercher le sol face à un striker de qualité comme Carlos Hulberg. Et malheureusement, Volkan Ozdemir s'est incliné à la décision. Alors après, j'ai sorti quand même la carte pour aller voir, parce que pour moi, quand j'avais vu le combat, je pensais que le Suisse avait remporté le combat. Ça avait été difficile, mais il avait fait plus, il avait été envoyé plus de volume, plus actif que son adversaire. En tout cas, c'était mon avis. Et quand on regarde ici, que ce soit le round 1 ou le round 2, le troisième également, sur les 3 rounds, l'ensemble du combat, Volkan Ozdemir est devant. Il est devant sur le volume, il a envoyé plus de coups que son adversaire. Alors effectivement, les coups de Carlos Hulberg ont donné l'impression de faire un petit peu plus mal. Et lui, il a terminé avec le visage sans marque, alors qu'Ozdemir, lui, avait terminé avec quand même le visage assez amoché. C'est ce qu'a dû jouer, je pense, pour les juges, mais c'est vrai que voilà, ça laissait quand même un petit goût amer, parce que pour moi, Ozdemir, il avait fait le taf pour remporter ce combat. Donc malheureusement, échec sur ce prono-là. On retrouve ensuite en troisième combat, catégorie Women's Flyweight, c'était Wang Kong contre Gabriela Fernandez. Je vous avais conseillé de choisir la strikeuse Wang Kong, je pensais qu'elle arriverait à se défaire de son adversaire. Alors elle a vraiment dominé les débats. Dans le deuxième round, il y avait à un moment donné, on était à 17 coups portés pour seulement 2 pour Fernandez. Donc elle était en train vraiment de lui rouler dessus et peut-être un excès de confiance à un moment donné. Elle s'est pris un contre, un high kick qui l'a un peu sonné, elle a voulu continuer. Elle s'est pris un coup au visage ensuite, qui l'a envoyé au sol. La Gabriela Fernandez, elle n'a pas perdu de temps, elle s'est jetée dessus, elle l'a attrapée, elle l'a soumise en moins d'une minute, ça a été très rapide. Donc défaite malheureusement supplémentaire, hein. Wang Kong s'est fait surprendre, donc ça peut arriver dans le MMA, hein. Une cote à 1,10 qui passe pas. Et la grosse cote à 6 de Fernandez qui rentre, mais bon, c'était très risqué. Moi personnellement, je ne l'ai même pas joué ce combat-là, je trouvais ça trop risqué. Ensuite, on retrouvait catégorie welterweight, Song Kenan contre Muslim Salikov. Je vous avais conseillé de choisir le chinois Song Kenan, je pensais plus frais, je me disais que les 40 ans de Salikov et ses 3 dernières prestations qui étaient vraiment pas top, il avait perdu sur les 2 avant-derniers combats et il avait remporté une victoire par c'était split decision contre Santiago Ponzinibbio, j'y croyais pas. Salikov, même si c'est un excellent striker, j'y croyais pas, je pensais que Song pourrait faire la différence devant son public, un peu plus motivé, plus grand, plus d'allonge. Et au final, il s'est pris un coup de pied retourné spectaculaire qui était magnifique. Muslim Salikov en avait encore sous le coude à 40 ans. Pour sortir un KO de qualité comme ça, vraiment spectaculaire et très impressionnant comme ça. Donc erreur supplémentaire malheureusement, je me suis trompé également pour ce pronostic-là. On retrouvait ensuite en co-main event catégorie Women's Flyweight, Yan Xiaonan contre Tabata Ricci. Je vous avais conseillé de choisir la chinoise Xiaonan, ancienne qui avait combattu pour la ceinture contre Zhang Weili. Je pensais qu'elle pourrait se défaire de Tabata Ricci et c'est un peu ce qui s'est passé. Elle l'a quand même dominé vraiment, mais outrageusement pendant 3 rounds. C'était un combat à sens unique, donc ça faisait plaisir de retrouver le chemin de la victoire. Et ensuite, c'était en main event catégorie Bantamweight. On retrouvait l'ancien champion Petr Yan contre l'ancien champion Flyweight Davidson Figueiredo. Je vous avais conseillé de choisir le russe Petr Yan, je le pensais trop solide pour Figueiredo. Je me disais que ce serait peut-être une marche un peu haute, qu'il y avait une différence nette de puissance entre les deux. Et c'est un peu ce qui s'est passé au final, mais Figueiredo il a pas démérité, il a quand même tenté d'emmener Petr Yan au sol, mais il s'est retrouvé face à un mur. Petr Yan, il s'est relevé à chaque fois de tous les takedowns sans prendre de dégâts, et c'est lui qui a infligé le plus de dégâts aux Brésiliens, ne serait-ce qu'avec ses uppercuts, je crois que c'était dans le deuxième ou troisième round.
Même s'il y a eu une petite alerte dans le 4ème round, il me semble, au final, Petr Yan a dominé les débats. J'avais pronostiqué un combat sûrement à la décision et c'est ce qui s'est passé. Donc ça faisait plaisir. Au final, on termine à 3 sur 6 pour les pronostics. Donc avec une vraie surprise pour Wang Kong qui s'est fait soumettre au 2ème round. Et Salikov qui m'a fait mentir. Par contre, le vol Volkanos Demir, bon, ça reste un peu en travers de la gorge, mais c'est comme ça avec les juges de l'UFC. Faut s'attendre parfois à ce qu'ils ne voient pas les choses de la même façon que nous. Donc pour ce qui est des résultats, j'ai partagé tous les tickets sur les réseaux sociaux, les amis. Les liens ils sont dans la description de la chaîne. Facebook, TikTok et Instagram si vous voulez aller jeter un coup d'œil. J'ai rentré un beau ticket des 3 Petr Yan avec Xiao Nanian et Zhang Mingyang. J'avais tenté aussi sur Song Kenan et Volkanos Demir qui n'est pas passé. Et j'avais aussi tenté un ticket simple sur Petr Yan versus Figueiredo, que le combat aille à son terme, et c'est ce qui s'est passé, donc au final c'était pas si mal. Même si on termine qu'à 3 sur 6 pour les pronos, le résultat était pas si mal, puisque moi personnellement je n'avais pas joué Wang Kong contre Gabriela Fernandez, que je trouvais beaucoup trop risqué. L'UFC 310 Pantoja versus Asakura se tiendra le 7 décembre, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 5 combats à la carte principale. On retrouve mon premier combat catégorie featherweight, Nate Lander contre Du Ho Choi. Lander il est américain, il a 36 ans, 18 victoires pour 5 défaites. Sur les 18 victoires, 9 finishes par KO technique, 2 soumissions et 7 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO au premier round contre Jamal Emmers, c'était au mois de mars 2024. Il est donc opposé à Du Ho Choi. Du Ho Choi, il est coréen, il a 33 ans, 15 victoires pour 4 défaites. Sur les 15 victoires, on a 12 finishes par KO ou KO technique, 1 soumission et 2 décisions. Pour ses 4 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre Bilal Geo, c'était au mois de juillet 2024. Pour les cotes, on retrouve favori Nate Lander avec une cote à 1,64 et une cote à 2,13 pour le coréen. Alors c'est principalement un combat de striker, on va avoir à mon avis peu de grappling dans ce combat-là. Nate Lander c'est un combattant qui aime vraiment apporter la guerre dans ses combats. Je pense qu'il restait assez frustré de son avant-dernier combat, il avait perdu par décision contre Danny Gue. Et depuis on l'a vu revenir avec une belle victoire par KO donc au premier round. Le coréen donc également un très bon striker, sur ses 15 victoires il y a quand même 12 finishes par KO technique. Il avait fait un match nul contre Kai Nelson au mois de février 2023 et avant ça il sortait quand même de 3 défaites. Il avait perdu contre Charles Jourdain et Jérémy Stephen, il s'était fait finir en 2018 et 2019, ça remonte quand même à très longtemps, à bientôt 5-6 ans. Et après il avait fait une longue pause jusqu'en 2023 où il avait repris donc avec ce fameux match nul contre Kai Nelson. Donc ils sont tous les deux sur une victoire. Je pense qu'on va avoir le droit vraiment à un bel échange en striking. Il faudra quand même que Lander soit prudent parce que Du Ho Choi il est quand même létal dans les frappes. Donc je pense quand même partir plutôt sur l'américain. Il y a une cote à 1,64 et une cote assez haute. C'est assez serré entre les deux. 2,13 je disais pour le coréen. Mais je pense que c'est un peu risqué de choisir le coréen quand même. J'ai peur par rapport au niveau de puissance. Je pense que Nate Lander est plus puissant. Donc je pense que ça reste quand même moins risqué de choisir l'américain. Donc je vous conseille de choisir Nate Lander les amis, mais restez prudent quand même dans un combat de striker, tout peut arriver. On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie featherweight, Brice Mitchell contre Kron Gracie. Brice Mitchell il est américain, il a 30 ans, 16 victoires pour 2 défaites. Sur les 16 victoires, 9 finishes par soumission et 7 par décision. Pour les 2 défaites, il a perdu une fois par KO et une fois par soumission. Son dernier combat, c'est donc sa défaite par KO. Il a pris un lourd KO contre Josh Emmett. C'était au mois de décembre 2023 l'année dernière. Il est donc opposé à Kron Gracie. Kron Gracie, il est brésilien, il a 36 ans, 5 victoires pour 2 défaites. Sur les 5 victoires, on a 5 finishes par soumission. Pour les 2 défaites, il a perdu 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est donc une défaite par décision contre Charles Jourdain. C'était au mois de mai 2023. Pour les cotes, on retrouve favori Brice Mitchell avec une toute petite cote à 1,15 et une très grosse cote à 4,65 pour Kron Gracie. Alors sur le papier, combat de grappleur, effectivement, Brice Mitchell a quand même beaucoup plus d'expérience que le Brésilien. Personnellement, Kron Gracie, son dernier combat, je me suis même demandé ce qu'il foutait dans la cage de l'UFC contre Charles Jourdain. Il avait l'air tellement limité, tellement unidimensionnel dans son style, c'est-à-dire le striking, il était dépassé, mais complètement dépassé par Jourdain. Et il se jetait sur le dos, il combattait un peu comme Royce Gracie dans les premiers UFC, c'était vraiment, ça faisait bizarre de voir ça.
et sa prestation était vraiment pas terrible. Je penserais même qu'il se ferait sûrement virer de l'UFC après ce combat-là. Mais bon, avec son nom, Kron Gracie, je pense que c'est ce qui fait qu'il a gardé sa place sûrement. Le nom Gracie, ça vend toujours. Brice Mitchell, il a quand même du coup un meilleur striking, hein, je pense, même s'il a aucun finish lui aussi par KO technique, hein, et 9 soumissions sur les 16 finishes. Je pense qu'il sera quand même plus avantagé que Kron Gracie en striking. Pour le sol, par contre, bah là, on va avoir à faire un duel vraiment de grappleurs, hein. Kron Gracie, jiu-jitsu brésilien, forcément. Brice Mitchell, il a rarement l'occasion de pouvoir montrer ses qualités au sol, comme il va pouvoir le faire dans ce combat-là, je pense. C'est vrai que contre Ilia Topuria, il s'était fait soumettre, il s'était fait dominer, mais Ilia, il est vraiment très puissant. Il a une très petite trapu, et je me rappelle que Brice Mitchell, il avait eu du mal dans les phases de grappling. À part ça, sinon, il avait quand même dominé le striker Edson Barboza en 2022. Il avait sa dernière soumission, ça remontait quand même en 2019. Son dernier finish par soumission, c'est vrai que sinon il domine en général ses adversaires à la décision, Brice Mitchell. Sincèrement, je vois peu de chance pour Kron Gracie l'emporter, à moins d'une erreur de Brice Mitchell au sol et qu'une victoire par soumission de Kron Gracie. Je pense pas qu'il ait une chance de remporter ce combat ni par décision, ni par finish, par KO technique. Et du coup, aller soumettre Brice Mitchell, ça va être très très compliqué. Brice Mitchell, c'est également un génie du sol. Donc je vois peu de chance, hein, pour le Brésilien. Je me demande même comment il s'est retrouvé sur la carte face à Brice Mitchell. Donc je vous conseille de rester sérieux et de rester donc sur l'américain, les amis. Je pense que le Brésilien n'a même peut-être pas sa place dans la cage de l'UFC. Alors il est très bon au sol, hein, ça je ne veux pas le dénigrer bien évidemment, mais c'est, si vous voulez comprendre pourquoi je dis ça, il vous suffit de regarder sa défaite contre Charles Jourdain pour comprendre vraiment si on se demandait ce qu'il faisait dans la cage de l'UFC sincèrement. Donc je vous conseille de rester sur Brice Mitchell. Alors la cote est très basse, hein, bien sûr, une cote à 1,15, ce sera uniquement pour les combinés. Et on retrouve ensuite en troisième combat, catégorie heavyweight, Cyril Gane contre Alexander Volkov. Cyril Gane, il est français, il a 34 ans, 12 victoires pour 2 défaites. Sur les 12 victoires, 6 finishes par KO technique, 3 soumissions et 3 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre Sergei Spivak au mois de septembre l'année dernière. Il est donc opposé à Alexander Volkov. Volkov, il est russe, il a 36 ans. 38 victoires pour 10 défaites. Sur les 38 victoires, 24 finishes par KO technique, 4 soumissions et 10 décisions. Pour ces 10 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique, 3 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Sergei Pavlovich au mois de juin 2024. Pour les cotes, on retrouve Cyril Gane favori avec une cote à 1,24 et une cote à 3,65 pour Alexander Volkov. Alors c'est un combat revanche. Les deux adversaires s'étaient déjà rencontrés au mois de juin 2021 et le français avait roulé sur le russe en 5 rounds par décision unanime. Il y avait vraiment pas eu de débat là-dessus. Volkov depuis il a quand même bien rebondi parce que Cyril Gane derrière cette victoire-là, il avait battu Derek Lewis pour devenir champion intérim. Ensuite la défaite contre Francis Ngannou. Il avait rebondi contre Tai Tuivasa en 2022 puis la défaite contre John Jones par soumission et donc sa dernière victoire contre Spivak. Donc Cyril Gane, les défaites, hein, c'était pour la ceinture contre le top mondial, Ngannou et Jones. Sinon, il a roulé sur tous ses autres adversaires. Volkov, lui, effectivement, depuis cette défaite-là, il avait ensuite battu Tibouram. Il avait perdu après contre Thomas Spinal au premier round, où il s'était fait soumettre sans avoir produit grand-chose dans la cage. Et il a vraiment très bien rebondi depuis le russe, avec une victoire par KO technique sur Jairzinho Rozenstruik, Alexander Romanov, une soumission contre Tai Tuivasa, tout ça en 2022 et 2023. Et donc son dernier combat avec cette victoire impressionnante contre Sergei Pavlovich, où il n'était pas donné favori du tout, Volkov, mais au final il a montré que c'était lui le meilleur en striking des deux. Donc face à Cyril Gane, un combat revanche, on pourrait se dire sur le papier qu'on risque d'avoir exactement la même chose que dans le premier combat, mais attention, les combats revanche, c'est pas toujours passe pas toujours de la même façon que le premier, hein, ne serait-ce qu'on peut regarder Charles Oliveira contre Michael Chandler récemment, leur revanche ne ressemble pas du tout à leur premier combat. Est-ce que le combat de Cyril Gane contre Volkov va être exactement le même que le premier? Je ne suis pas certain. Après, Volkov, qu'est-ce qu'il va avoir de plus à apporter que ce qu'il avait apporté la première fois? Est-ce qu'il va tenter de faire du grappling, de la lutte contre Cyril Gane? Je ne pense pas. C'est pas dans ses cordes non plus. Et puis, je ne suis pas certain qu'il arrive à lutter contre Cyril Gane non plus, même si on a vu Cyril Gane se faire lutter facilement par Francis ou par John Jones. C'est pas la même chose. Francis, il avait beaucoup travaillé. Jones, c'est le GOAT, hein, dans tout ce qui est lutte et grappling. Et Volkov, lui, non, ça reste quand même un striker. Sur ses dernières victoires, il a fait du striking. Il n'a pas cherché à emmener ses adversaires au sol.
Donc je ne pense pas qu'il se pointe avec un game plan contre Cyril Gane avec des phases, un game plan lutte ou aller tenter de coincer Gane contre la cage et d'essayer de l'emmener au sol et d'aller faire du grappling. Ça me paraît vraiment impossible. Donc je pense qu'on va avoir le droit à nouveau à un combat de striking. Après Volkov, qu'est-ce qu'il pourra apporter de plus? On a vu dans ses dernières victoires, il n'a pas spécialement apporté grand-chose de ce qu'il avait à l'époque, de ce qu'il proposait à l'époque. C'est juste que le niveau c'est de ses adversaires, c'était tout simplement pas Cyril Gane. Cyril Gane, on a vu que depuis, il a beaucoup bossé le sol, je pense. Ça va peut-être pas lui servir du coup dans ce combat-là. On sait que Spivak, je me souviens que Spivak avait essayé d'emmener Cyril Gane au sol une fois ou deux, mais il s'était heurté à la défense de takedown du français. Donc je vois un combat de striking, hein, je pense que à moins si Cyril Gane reproduit ce qu'il avait fait dans le premier, c'est-à-dire voilà, ses déplacements, sa vitesse, ses entrées et sorties sans prendre de risques, normalement il devrait dominer le russe comme il l'avait fait la première fois, même si hein, depuis tout à l'heure je vous dis que les revanches sont souvent différentes des premiers affrontements. Je vois pas ce que le russe Volkov pourrait apporter de plus. Je l'avais pronostiqué vainqueur contre Pavlovich parce que je me disais que justement son striking avec sa taille pourrait peut-être gêner Pavlovich, mais contre Cyril Gane, on a vu que ça ne fonctionnait pas. J'ai vraiment du mal à avoir une victoire du russe, hein. Ça me paraît difficile pour Volkov. Je pense que c'est tout simplement une question de niveau, tout simplement. Cyril Gane, je pense qu'il lui est supérieur en striking. Et à moins d'une erreur, comme je le dis, et d'une erreur du français, que Volkov trouve peut-être la clé sur un coup et qu'il arrive à finir le français, j'ai du mal à y croire. Donc je vous conseille de rester sur Cyril Gane, les amis. Je pense que ça reste le choix le moins risqué. Alors la cote est basse, hein, ce sera pour des combinés. On retrouve ensuite en co-main event catégorie welterweight, Shavkat Rakhmonov contre Yan Gary. Rakhmonov, il vient du Kazakhstan, il a 30 ans, 18 victoires pour aucune défaite. Sur les 18 victoires, 8 finishes par KO ou KO technique et 10 soumissions. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission contre Stephen Thompson, c'était au mois de décembre 2023. Il est donc opposé à Yan Gary. Yan Gary, il est irlandais, 27 ans, 15 victoires. Sur les 15 combats pour 15 victoires. Sur les 15 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, une soumission et 7 décisions. Sa dernière victoire, c'est une victoire par décision unanime contre Michael Page. C'était au mois de juin 2024. Pour les cotes, on retrouve favori Shavkat Rakhmonov avec une cote à 1,25 et une grosse cote à 3,60 pour Yan Gary. Alors on se retrouve avec un duel de combattants invaincus. Et Shavkat Rakhmonov, 18 finishes sur les 18 victoires, c'est vraiment impressionnant. Dans son avant-dernier combat, il avait quand même un petit peu été testé face à Neil. Neil l'avait poussé un peu dans ses retranchements et au final, la soumission que Rakhmonov lui avait sortie par étranglement arrière en étant debout était vraiment impressionnante. Contre Neil Magny et Stephen Thompson, Rakhmonov leur a un peu roulé dessus. Les vétérans, ils n'ont pas produit grand-chose. Et avant ça, c'était un peu contre des no-name, des combattants pas classés en 2022 et 2021. Donc pour l'instant, même s'il a effectivement une belle série de victoires à l'UFC, Rakhmonov, on l'a pas encore vu vraiment tester à part contre Neil. Je pense que contre Gary, ça va être un combat différent. Parce que Gary, il a 27 ans, il est jeune, il est invaincu aussi, il est en confiance aussi. Il n'a pas pris ce combat en se disant je vais perdre. Yann Gary, je pense qu'il va venir avec un game plan bien ficelé. Après, contre Rakhmonov, le game plan il peut s'écrouler au deuxième round malheureusement. Tellement Rakhmonov, c'est une machine en fait. Après, Yann Gary contre Page dans son dernier combat, c'était quand même difficile contre Page qui est un très bon striker. Page qui avait roulé en plus sur son adversaire Kevin Holland. Il avait roulé sur Kevin Holland, effectivement, Page, ça m'avait impressionné. Mais contre Yann Gary, il s'est fait surprendre en se faisant emmener au sol. Gary, il a joué la clé des takedowns. Il avait emmené Page au sol. Alors, c'était pas un combat très spectaculaire, mais il a remporté la victoire par décision. Je me dis, Rakhmonov, est-ce que Yann Gary pourra reproduire la même chose contre Rakhmonov? Essayer de pourrir le combat, de l'emmener au sol. Sur un 5 rounds, réussir à emporter les 5 rounds de cette façon-là, je suis pas certain. Yann Gary, il a déjà montré des petits problèmes de cardio. On l'avait déjà vu un peu fatigué dans les 3e rounds. Alors que Rakhmonov, pour l'instant, contre Neil, on l'avait vu un petit peu aussi, qui commençait à montrer des signes de fatigue, mais ça ne l'avait pas empêché d'aller terminer le combat. Et sincèrement, c'est un combat qui est difficile à pronostiquer. Je trouve que les cotes n'ont pas respecté Yann Gary, les pronostiqueurs. J'aurais vu ça un petit peu plus serré quand même, parce que Rakhmonov, c'est vrai qu'il est impressionnant, hein, 17 victoires, 17 finishes. Mais l'adversité en face, pour l'instant, c'était pas encore. Voilà, Yann Gary, c'est également un combattant invaincu. Je pense que pour les deux, de toute façon, pour Yann Gary, c'est son plus gros combat, c'est certain. Mais je pense que c'est également le cas pour Shavkat. Ça va être le plus gros combat qu'il va avoir à mener jusqu'à maintenant dans sa carrière. Parce que Yann Gary, il est quand même complet. Il est grand, il a une bonne allonge, il a un bon striking, il prend pas beaucoup de coups. Donc Rakhmonov, on sait qu'il a tendance à essayer de marcher sur ses adversaires. Est-ce qu'il va réussir contre Gary? Je ne suis pas certain.
On pourrait avoir un combat qui pourrait être peut-être un petit peu chiant au départ, pas forcément spectaculaire, ou si vous attendez à une guerre, vous pourriez peut-être être déçu. Vu que c'est quand même un 5 rounds. Donc après, à voir à quelle tournure va prendre le combat. Yann Gary, je pense qu'il pourrait peut-être se retrouver à fatiguer avant Rakhmonov. C'est une possibilité, après ça dépend s'il essaye vraiment de jouer la carte du sol. Est-ce que ce serait une bonne idée contre Rakhmonov qui a de très bonnes soumissions? Je suis pas certain. Sincèrement, c'est un combat qui est difficile à pronostiquer, les amis, plus que ce que les codes veulent le laisser croire. En tout cas, moi j'ai quand même des doutes, même si je me vois partir quand même sur Shavkat Rakhmonov. Il est plus létal que Yann Gary. Yann Gary a quand même pas mal de décisions dans ses dernières victoires. Son dernier finish d'ailleurs, c'était contre Daniel Rodriguez, c'était au mois de mai l'année dernière, par KO technique. Sinon depuis effectivement contre Neil Magny, il avait semblé pouvoir finir le combat Yann Gary, mais je sais pas pourquoi il n'avait pas accéléré dans le troisième round. Et contre Neil, c'était à la décision, il n'avait pas pris beaucoup de risques non plus. Et contre Michael Page, il avait pris encore moins de risques en striking. Mais il était revenu avec la victoire à chaque fois, donc contre Rakhmonov, faire ça sur 5 rounds, j'ai quand même du mal à y croire. Je partirais quand même, je pense que c'est moins risqué de partir sur une victoire de Shavkat. Mais restez prudent sur ce combat-là parce que ça reste quand même un combat de combattant invaincu. Yann Gary, il va apporter de l'adversité, j'en suis certain. Donc vu la petite cote de Rakhmonov, ça sert à rien de prendre trop de risques non plus dans un gros combiné avec les autres petites cotes. Mais ça sert à rien de tenter plus là-dessus, je pense. Restez prudent en tout cas, mais je vous conseille de choisir Shavkat Rakhmonov, les amis. Et on retrouve en main event, catégorie flyweight, le champion Alexandre Pantoja contre Kai Asakura. Alexandre Pantoja, il est brésilien, il a 34 ans, 28 victoires pour 5 défaites. Sur les 28 victoires, 8 finishes par KO ou KO technique, 10 soumissions et 10 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Steve Erceg au mois de mai 2024. Il est donc opposé à Kai Asakura. Asakura, il est japonais, il a 31 ans, 21 victoires pour 4 défaites. Sur les 21 victoires, on a 13 finishes par KO ou KO technique, 3 soumissions et 5 décisions. Pour ses 4 défaites, il a perdu 3 fois par KO ou KO technique et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre Juan Arculeta. C'était au mois de décembre 2023. Pour les cotes, on retrouve favori le champion Alexandre Pantoja avec une cote à 1,34 et une cote à 2,97 pour le japonais. Alors sur le papier, c'est un duel de champions puisque le japonais, c'est l'ancien champion bantamweight d'Urizin. Et à peine signé à l'UFC, on lui donne immédiatement un combat contre le champion flyweight. En plus, il a un parcours vraiment impressionnant, Rizin. Sur ses 3 défaites qu'il a eues, c'est à chaque fois des matchs retour sur des combattants qu'il avait déjà battus. Sa première défaite au Rizin par KO technique, c'était contre Manel Kape pour le titre vacant bantamweight. Il avait déjà battu Manel Kape en 2018 par split decision. Après, à Sakura, il a perdu par KO contre Horiguchi. Un combattant qui est un peu plus petit que lui et qu'il avait déjà battu, c'était en 2019 également. Il avait battu par KO après un superbe coup de genou au plexus. Et là, lors de la revanche, il s'était pris un low kick qu'il avait un peu amoindri sur la jambe et après il s'était fait toucher au visage. Et donc il avait perdu par KO premier round contre Horiguchi. Surtout qu'Horiguchi, il n'a pas vraiment brillé derrière, alors que Manel Kape, lui, il a signé à l'UFC derrière. On sait le parcours qu'il a eu, hein, vraiment impressionnant, Manel Kape pour l'instant à l'UFC. Et Horiguchi derrière, il a enchaîné plusieurs défaites après cette belle victoire. Et son autre défaite qu'il a eu, au Rizin, à Sakura, c'était également donc un combat revanche. C'était contre son nom c'est Ugi Kubo, pardon, excusez-moi pour la prononciation. Et c'était lors de la finale du Rizin Bantamweight Grand Prix en 2021. Il avait passé les premiers tours avec succès. Il avait donc perdu lors de la finale où il s'était fait dominer cette fois-ci. Il avait réussi, pareil, à battre à la base Ugi. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal sur son nom. Ugi Kubo, il avait battu, c'était... Est-ce qu'il avait fini? Je me souviens pas. Oui, si, il avait battu justement par KO également au premier round lors du premier affrontement. Et cette fois-ci, lors du combat revanche, je vais plutôt dire son prénom, il est plus simple à prononcer. Hiromasa, il l'avait battu donc en faisant du MMA, il avait mixé et il avait réussi à emmener plusieurs fois Sakura au sol. Et il avait perdu le combat par décision de cette façon-là. Au final, à Sakura, il s'était fait dominer une bonne partie du combat au sol. Depuis, il a donc renoué avec la victoire, le japonais, avec une belle victoire par KO, Rizin 42. Et il a récupéré le titre vacant avant de quitter l'organisation japonaise, où il avait battu Juan Arculeta. Arculeta, c'est l'ancien champion du Bellator, qui avait battu Pachimix pour devenir champion du Bellator. Un combattant assez solide, Juan, qui avait essayé de mixer également hein, contre le japonais, mais il n'avait pas réussi. Il s'était pris un coup de genou au corps qui lui avait vraiment fait très mal, et après il s'était fait terminer avec les poings. Le japonais, il a vraiment un très bon jeu en striking. Tout ça pour vous dire que son parcours au Rising est impressionnant. Il a un très bon striking, il est plus grand que Pantoja.
Pantoja, on sait qu'il est capable de mixer. Si on regarde le parcours de Pantoja sur ses derniers combats, bah, il a affronté que des anciens champions, hein, quasiment, à part Steve Erceg et Brandon Royval, qu'il a battu par décision lors de ses dernières défenses de titre. Avant ça, il avait battu Brandon Moreno. Il avait battu également déjà Brandon Royval, c'était par soumission en 2021. Il avait battu Manelka par décision en 2021 aussi. Sa dernière défaite au champion, c'est en 2020 contre Askar Askarov par décision unanime. Dans le combat, cette fois-ci, Asakura, lui, il va essayer de mettre la pression en striking. Il est plus grand, donc, comme je le disais, que Pantoja. Et il a de très très bons coups de genou. Même si je trouvais qu'il avait eu tendance, lors de ses défaites, à se faire emmener au sol et à se faire dominer sur des takedowns. On l'a vu lors de son dernier combat contre l'ancien champion du Bellator, Juan, qu'il avait bien bossé ça, le japonais. Il avait bien bossé sa défense de takedown. Et au final, il s'était montré vraiment avec de puissants coups de genou. Il avait allumé son adversaire. Pantoja, il faudra qu'il fasse attention sur ça. S'il tente de les amener au sol, il faudra qu'il fasse attention aux coups de genoux. Parce que les coups de genoux au plexus, le japonais, vraiment, il est très puissant là-dessus. Il a également de la puissance dans les poings. Et je pense que le japonais a quand même ses chances dans ce combat-là en vérité. Parce que le brésilien, on l'a vu lors de ses derniers combats, il se fait quand même pas mal toucher au visage. Ça arrive, il fait la guerre, Pantoja, il a pas peur de rentrer. Et contre Erceg, il a pris quand même pas mal de coups au visage, même s'il a réussi à dominer Erceg au sol assez facilement, on dirait, sur les takedowns. Contre Brandon Royval, ça avait été compliqué, même dans les derniers rounds. Royval, on sait qu'il est très fort dans les derniers rounds, et bah Pantoja, ça avait été compliqué pour lui. Par contre, à Sakura, on va voir comment il réagit dans la cage. Ça va être différent du ring, du Rizin. Dans la cage, en plus, c'est des rounds de 5 minutes. Il va y avoir 5 rounds à tenir. Même si au Rizin, le premier round est très long et qu'effectivement, il est habitué au combat de championnat aussi. Oh, on n'a pas vu vraiment avoir de défaut de cardio, donc je pense que ça devrait aller. Mais Pantoja, il a un très bon cardio. Franchement, c'est un combat compliqué pour le champion, je pense. Même si je comprends qu'il soit favori, puisque c'est le premier combat d'Asakura dans la cage de l'UFC. Un combattant en plus qui combattait chez les bantamweight, il a dit qu'il n'aurait vraiment aucun problème pour faire le poids, donc on va le croire. Donc à voir dans quel état il va se retrouver après la pesée. Je pense sincèrement qu'il a ses chances face à Pantoja. L'expérience, elle est du côté du Brésilien, nettement, ça c'est clair dans la cage. Mais l'expérience en MMA à Sakura, c'est pas un débutant. Il a quand même beaucoup de combats à son actif, hein. 21 victoires et 4 défaites, c'est pas rien, c'est pas un débutant. Il a déjà combattu plusieurs fois pour la ceinture du Rizin. Il a pris part au Grand Prix. Il a déjà perdu en finale, donc c'est un combattant d'expérience. Il va apporter, je pense, beaucoup d'adversité à Pantoja, sûrement plus que Steve Erceg. Ça, à mon avis, ça va être un combat aussi disputé que contre Brandon Royval, je pense. Il a la taille, il a l'avantage de l'allonge, le japonais. Mais voilà, franchement, c'est difficile à pronostiquer, je vous assure, c'est pas simple. On a peu d'expérience dans une cage pour le japonais pour l'instant. Même si moi, j'ai regardé tous ces combats Origin, que je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder. Ça me paraît vraiment compliqué à pronostiquer. Mais j'ai quand même envie de tenter de prendre le risque avec le japonais. Son striking m'a quand même impressionné dans les combats du Rizin. Ses coups de genou vraiment sur ses dernières victoires. Je pense que ça pourrait être une clé pour la victoire contre Pantoja. Pantoja, s'il essaie de la jouer au sol comme il avait fait contre Erceg, c'est-à-dire de mixer, puisqu'il aura sûrement du mal en striking contre Asakura, il va du coup se risquer à ses coups de genou. Par contre, s'il arrive à placer ses takedowns à Sakura, dans sa dernière défaite, il avait une fois qu'il s'était retrouvé sur le dos, il avait quand même eu du mal à se relever. Ça pourrait être une clé de victoire pour Pantoja, donc c'est quand même risqué. Je pense d'un côté comme de l'autre, c'est risqué. Donc je me dis, quitte à prendre un risque, autant tenter la grosse cote du japonais et peut-être se dire, espérer qu'il soit capable de créer la surprise. Il y a peu de chances que ça arrive, mais je me dis, il y a que des petites cotes sur cette carte de 5 combats. J'ai tenté que les petites cotes jusque-là parce que j'ai du mal à voir les autres grosses cotes, Volkov, Kron Gracie et le coréen aller chercher la victoire. Par contre, Yann Gary, c'était très risqué aussi déjà, donc je me suis dit, s'il y en avait une des deux, des grosses cotes risquées à tenter entre Yann Gary et Asakura, je préférais tenter celle du japonais. Donc je vous conseille de tenter la cote à 2,97 de Kai Asakura, les amis. Ça reste risqué, donc restez prudent. Ne vous emballez pas non plus, hein. Vous pouvez tenter ça en pari simple ou avec quelques combinés. Mais ça reste vraiment très risqué comme choix, donc prudence avant tout. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que ces pronos vont être bons, qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale d'ici samedi. Si jamais il y en a, vous les retrouverez les changements affichés en commentaire épinglé comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour analyser et pronostiquer l'UFC Honest Pain numéro 63. On retrouvera en main event Colby Covington contre Joaquin Buckley. On aura également Cub Swanson contre Billy Quarantillo ou encore Vitor Petrino contre Dustin Jacoby.
Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.